what's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellet, vous écoutez un Shaquille O'Neal qui existe. Cette semaine, je vous parle d'un excellent livre, un livre que j'ai trouvé assez bon, puis un livre qui tombe dans la catégorie des livres corrects. Je vous parle de tout ça tout de suite après la musique d'intro qui commence direct là. Yes, lire, c'est un shit qui existe. Je commence par vous parler de On m'appelle Monsieur Hockey, une autobiographie de Gordie Howe. Autobiographie certes, mais autobiographie qui, d'après moi, a été écrite à l'aide de quelqu'un définitivement parce que Gordie était assez vieux au moment où est-ce que c'est paru. On dit qu'il souffrait déjà de démence et d'Alzheimer. Donc j'ai de la misère à croire que Gordie a écrit ça toute seule, mais c'est peu important. J'ai juste trouvé ça particulier en fait que ce soit simplement son nom à lui qui soit écrit parce que j'ai la certitude que c'est pas Gordie Howe qui a écrit ça, là, définitivement pas. J'ai choisi ce livre-là parce que Gordie, c'est l'idole de mon père. Donc quand que je l'ai vu dans une friperie, il était en bon état, il était pas trop cher. Je me suis dit que ça pourrait être une autobiographie intéressante à donner à mon père. Mais finalement, je me suis laissé tenter par cette lecture-là moi aussi. Donc ça m'a permis peut-être de connecter un peu avec mon père sans qu'il le sache. Ça m'a également permis de voir de quel jeu il était témoin quand il était jeune, parce que quand j'étais jeune, j'étais un grand fan de hockey, puis souvent mon père m'en parlait de la belle époque des 6 équipes, etc. Il m'a beaucoup parlé de Gordie également. Mais d'avoir cet œil, ce regard de l'intérieur, de voir comment est-ce que c'était vraiment pour un joueur dans ces années-là, j'ai trouvé ça super particulier. En partant, Gordie Howe a été invité à son premier camp de la Ligue nationale, je pense qu'il avait 15 ou 16 ans. Donc c'est des choses qui sont inconcevables pour un joueur de hockey aujourd'hui. Il y a plusieurs en fait trucs qui m'ont surpris. On sait que les salaires sont bas, mais de voir, il y a une anecdote que Gordie raconte, de voir que les recrues dormaient dans l'aréna. Ça me fait capoter. On leur avait pas trouvé une résidence, donc on les a fait dormir dans l'aréna pendant une saison complète en dessous des gradins. Donc Gordie raconte qu'il y avait des rats qui se promenaient dans l'aréna, que la nuit les joueurs dormaient avec leurs bâtons pour frapper les rats quand c'était trop... quand il y en avait trop autour d'eux. C'est non seulement dégueulasse, mais c'est vraiment surprenant de savoir que c'était à ce point-là qu'on ne respectait pas les joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, on est à l'opposé complètement. On respecte peut-être un peu trop les joueurs, on leur donne trop gros de salaire définitivement. Je pense que les gens se divertissaient déjà avec le hockey à l'époque comme ils se divertissent avec le sport aujourd'hui. Donc définitivement, j'ai trouvé ça surprenant parce qu'aujourd'hui, le divertissement, c'est quelque chose qu'on tient vraiment en estime, puis on verse des gros salaires aux gens qui nous divertissent, que ce soit les acteurs, les actrices, que ce soit les sportifs, joueurs comme joueuses. Aujourd'hui, c'est des... moins les joueuses, là, par contre, il faut quand même mettre un bémol, mais tout ça pour dire que c'est tellement des professions qu'on valorise aujourd'hui. Donc de voir là, que les joueurs étaient prêts à tout pour jouer, jusqu'à dormir sous les gradins, j'ai trouvé ça particulier. C'est pas très bien écrit, mais ça reste une biographie d'un sportif, donc faut pas s'attendre à de la grande littérature. C'est le livre que j'ai trouvé correct, là. Pour moi, c'est pas un coup de cœur. Il y a pas grand chose qui m'a accroché à ce livre-là, outre le fait justement que j'avais cette impression-là d'être en communion avec mon père. Donc pour moi ça tombe aux oubliés ce livre-là. C'est pas un mauvais livre, mais je vous le conseille pas nécessairement, à moins que vous ayez un père qui est un grand fan de Gordie Howe. D'ailleurs mon père a une photo avec Gordie, je vais peut-être essayer de lui demander là, pour pouvoir la mettre à quelque part ici ou bien ici là, mais sinon l'espace restera vide, puis cette intervention-là aura servi à rien. Gordie Howe, on m'appelle Monsieur Hockey, tombé à l'oubli.
Je vous parle maintenant d'Extension du domaine de la lutte de Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, c'est un homme à la réputation sulfureuse. On sait qu'il est considéré comme un islamophobe, il est considéré comme étant un grand misogyne. Bref, c'est l'auteur, le vieil auteur français par excellence. Je ne veux pas tomber dans les préjugés, mais c'est l'image qu'on se fait d'un vieil auteur français. Puis, il respecte très bien ça, Houellebecq. Aujourd'hui, il est rendu plus vieux, il célèbre la laideur, il célèbre la vieillesse également. Il nous montre qu'il n'y a pas de peur de se montrer décrépit, de montrer ses idées un peu conservatrices, pour ne pas dire beaucoup conservatrices. Bref, Michel Houellebecq, je m'en tenais très loin jusqu'à récemment parce que quelqu'un m'a soumis en fait une lecture de Houellebecq. On m'avait soumis à Plateforme que j'ai lu, que j'avais bien aimé, mais que j'avais trouvé très vulgaire, qui se collait un peu plus au personnage de Houellebecq. Extension du domaine de la lutte, c'est dans les premiers livres qu'il a fait paraître. Je veux pas dire n'importe quoi, c'est peut-être même le premier roman qu'il a fait paraître. Ça faudrait que je revérifie ce fait, mais j'ai l'impression qu'on est moins dans le personnage choquant que Houellebecq s'est imposé au fil des années. Je pense que c'est un livre qui est écrit avec une certaine finesse. On reconnaît pourquoi Houellebecq est considéré comme étant un génie littéraire, parce que c'est très bien écrit. Les idées d'extension du domaine de la lutte sont bien expliquées. Il vient nous parler en fait d'une économie parallèle, soit l'économie sexuelle. Il vient parler de cette relation-là entre le succès financier et le succès sexuel, qui parfois ont un lien ensemble, parfois non. L'extension du domaine de la lutte a été écrit au courant des années 90. Il nous parle beaucoup de cette entrée dans le nouveau millénaire. Il nous parle du consumérisme, il parle de capitalisme, il parle des relations sociales. C'est un livre vraiment qui s'inscrit dans un courant postmoderne. Je trouve que c'est un livre qui est intéressant à analyser parce que les thèmes sont faciles à cibler. L'écriture de Houellebecq est claire et il ne nous perd pas dans une grande panoplie de mots superflus. Il nous mentionne d'ailleurs au tout début du livre qu'il va avoir un travail à faire pour pouvoir élaguer, pour pouvoir venir simplifier peut-être les termes utilisés dans ce livre-là. Puis je trouve que justement c'est un livre qui se rend droit au but. On entend facilement ce que Houellebecq essaie de nous dire. Pour ma part, honnêtement, ça a été une surprise positive. J'ai beaucoup plus aimé Extension du domaine de la lutte que j'ai aimé Plateforme. Puis je pensais pas pouvoir un jour dire ça, mais honnêtement, le livre de Houellebecq m'a beaucoup parlé. J'aime beaucoup le cynisme. Je pense qu'on est justement dans cette célébration-là du cynisme sans tomber encore dans cette théorie-là qu'il faut parler de la laideur du monde. C'est correct de parler de la laideur du monde, c'est juste moins correct peut-être de l'incarner. Donc je pense qu'à ce moment-là, Houellebecq en parlait plus qu'il l'incarnait. Et honnêtement, son livre Extension du domaine de la lutte m'a beaucoup parlé. J'irais pas jusqu'à dire que c'est un coup de cœur, mais presque, parce que justement, il m'a pris par surprise. Ça avait été une recommandation, ce livre-là, d'une de mes anciennes enseignantes qui me l'avait donné. Et honnêtement, je comprends pourquoi elle m'a donné ce livre-là. C'est d'ailleurs la même enseignante qui m'avait donné 99 francs de Becbédère. Puis je trouve que c'est sur la même lignée. Je pense que c'est là où est-ce que justement étonnamment je suis capable de faire la distinction entre œuvre et artiste, parce que dans les deux cas, autant 99 francs qu'Extension du domaine de la lutte, on est en présence de des individus méprisables également. Mais je trouve qu'on est dans de la bonne littérature. Vraiment, ce livre-là m'a pris par surprise. Donc, je vous le conseille, Extension du domaine de la lutte. C'est pas le livre que j'ai trouvé excellent, c'est le livre que j'ai trouvé très bon. Mais ça aurait facilement pu être ma suggestion de la semaine. Et parlant de suggestion de la semaine, je termine avec le livre que j'ai trouvé excellent, soit celui de Joséphine Bacon, Bâton à message. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que je suis un grand fan de Joséphine. J'ai lu pratiquement tous ses recueils cette année. J'aime beaucoup, je le répète encore une fois, l'économie de mots de Joséphine Bacon. Sa poésie m'inspire beaucoup. J'aspire à être capable d'en dire plus en moins de mots. Puis Joséphine Bacon, c'est une maître à ce niveau-là. Vraiment capable de dire toute une émotion avec un seul vers. Je
trouve ça vraiment particulier. C'est le genre de poésie que je conseille à tout le monde. Et Bâton à message, qui est son premier recueil, pour ma part, c'est le recueil que j'ai préféré de Joséphine Bacon. Parce que je trouve que c'est un recueil qui est facile à analyser, parce que c'est un recueil qui est rempli de profondeur, qui est divisé en sections qui séparément sont tous intéressantes. Je pense entre autres à la section Mouelle. C'est un excellent choix d'avoir appelé cette section-là Mouelle, parce qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qui s'imprègne profondément dans la moelle des peuples autochtones? Il faut également comprendre que la moelle, c'est un synonyme d'ADN, d'identité, d'une identité qui est parfois imposée. La moelle, c'est également l'endroit le plus savoureux, c'est ce qui va donner le goût à la viande. Donc il y a cette idée-là justement que ce qui nous est imposé peut venir donner un goût à notre caractère, venir même si c'est imposé, venir nous donner une personnalité, venir du moins l'agrémenter en saveur. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Ça fait également écho à la moelle du caribou qui servait d'informations sur les déplacements des troupeaux de caribous. Donc dans le savoir traditionnel, il y avait cette pratique-là d'observer la moelle. C'est mentionné d'ailleurs dans le recueil pour voir où est-ce qu'on pourrait aller, qu'est-ce qui pourrait devenir notre prochain territoire de chasse. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça fait écho également au savoir ancestral. D'ailleurs, le recueil porte le titre Bâton à message. Les bâtons à message, c'était une technique traditionnelle pour se parler entre les peuples. Donc les peuples autochtones, quand ils étaient dans le grand territoire du Nord, laissaient des bâtons sur les chemins pour se communiquer en fait. Donc c'est expliqué super bien au début. Par exemple, un certain positionnement pouvait vouloir dire que des gens qui se trouvaient dans cette direction-là souffraient de famine, ou que des gens qui se trouvaient dans cette direction-là pouvaient potentiellement nous aider, nous servir d'endroit pour nous recueillir. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que, encore une fois, avec son titre, Joséphine vient faire écho non seulement à la personne qu'elle est, puis à ses racines profondes, mais également vient nous montrer en fait qu'elle va nous montrer le chemin peut-être vers un message plus profond, vers quelque chose qui pourrait nous intéresser. Donc définitivement, Bâton à message, un excellent recueil. La symbolique dans ce recueil-là est très importante. Je trouve ça vraiment super bon. D'ailleurs, à la toute fin, il y a également une section qui s'appelle Médecine. Les poèmes sont pour la plupart dédicacés à quelqu'un. Donc la médecine qui devient en fait les relations qu'on a avec les gens. Je trouve ça intéressant parce que justement Joséphine veut ouvrir le dialogue et elle nous explique que justement c'est pas en vain qu'elle veut faire ça, c'est parce que grâce à nos relations interpersonnelles, on peut réussir à guérir des maux profonds. Donc ça, vraiment intéressant à ce niveau-là. Je terminerai peut-être cette vidéo avec la lecture d'un ou deux poèmes. D'abord, je commence avec la lecture d'une seule strophe qui provient d'un poème qui est dédié à Raphaël. Et ça va comme suit. Sa carte sera tracée par les étoiles qui se reflètent sur une rivière où courent les étoiles dans ses yeux. Cette strophe-là vient vraiment me donner des frissons parce que je trouve que l'image est vraiment puissante. Sa carte sera tracée par les étoiles qui se reflètent sur une rivière où courent les étoiles dans ses yeux. La connexion vraiment entre l'individu et son territoire est super présente dans ce poème-là. L'idée de l'étoile qui se trouve autant dans le ciel que dans le regard, vraiment c'est une image très forte. C'est une strophe que j'ai beaucoup appréciée. Après, il y a des poèmes classiques de Joséphine Bacon comme celui qu'on retrouve à la page 84 qui va comme suit. Tue-moi si je manque de respect à ma terre. Tue-moi si je manque de respect à mes animaux. Tue-moi si je reste silencieuse quand on manque de respect à mon peuple. C'est un poème phare de Joséphine Bacon. C'est généralement un des poèmes avec lequel on présente Joséphine Bacon. Donc, j'ai pas été surpris de le retrouver dans ce recueil-là. Je le connaissais déjà, ce poème-là. Mais ça reste que c'est un poème qui m'a beaucoup parlé. Honnêtement,
vous vous trompez vraiment pas avec ce recueil de poésie-là. Si vous aviez qu'un seul recueil de Joséphine à lire, je vous conseille vraiment de vous plonger dans Bâton à message. C'est un recueil de poésie tout en douceur, qui est facile à analyser, un recueil qui va vous parler, peu importe que ce soit une réalité qui est la vôtre ou non. Je pense que définitivement, Joséphine Bacon, c'est une auteure qui est à surveiller. C'est une inspiration pour plusieurs auteurs, auteurs autochtones ou allochtones. C'est le genre de poésie qui manque un peu, je trouve, dans la poésie contemporaine. Oui, on est dans l'économie de mots souvent, mais on essaie toujours d'y aller un peu dans cette célébration-là, justement, de la laideur. Très rarement, on a des poètes qui parlent d'espoir, puis c'est très compréhensible parce que quand on regarde la situation actuelle, ben, c'est dur d'avoir de l'espoir, mais je pense que c'est rafraîchissant par contre de se laisser tenter par l'espoir, et c'est ce que Joséphine Bacon essaie de nous inculquer. Donc définitivement, c'est ma suggestion de la semaine. Comme je vous ai dit, extension du domaine de la lutte, je vous le conseille quand même. On m'appelle Monsieur Hockey. C'est correct, c'est une biographie d'un joueur de hockey, là, donc on pouvait pas s'attendre à pire, on pouvait pas s'attendre... Bon, on aurait pu s'attendre à pire, mais on pouvait pas vraiment s'attendre à mieux. Donc, c'est mes suggestions cette semaine. Mon nom est Maxime Ouellette, vous avez écouté un Shaquille O'Neal qui existe. On se revoit la semaine prochaine. Merci d'être encore là après 41 semaines. Il en reste pas gros. On va voir comment tout ça va être récupéré. Mais j'arrête pas d'en parler, hein. J'anticipe la fin avec une joie sans pareil. Donc on se revoit la semaine prochaine. Peace out. 7 keys.